Gustave est arrivé l'autre jour avec un livre sous le bras, un album pour être précis, un beau livre sur le château de Fontainebleau. Il n'avait aucune intention particulière de m'en parler. D'ailleurs, nous avons parlé d'autre chose au début, des statues de village et de jardins publics que les nouveaux iconoclastes là voulaient nous voir détruire, de l'histoire que les derniers arrivés en France voulaient réécrire, de Colbert, du général Bugeaud, etc. Et Gustave, en tant qu'amateur d'histoire et que philosophe surtout, avait un point de vue intéressant. Il disait que si nous admettons que le progrès moral existe, et il existe, à la preuve, l'esclavage est perçu comme un scandale en France depuis au moins le XVIIIe siècle, voire le XVIIe avec les mésaventures de Saint Vincent de Paul, qui a été esclave des Arabes comme 2 ou 3 millions d'Européens dont il n'est jamais question en passant. Son abolition, donc, de l'esclavage a été prônée puis obtenue. L'humanité du traitement des prisonniers est venue après, l'abolition de la peine de mort, de la torture. Et Gustave a tenu à rappeler que l'esclavage a fait l'objet d'une condamnation papale expresse dès le milieu du XVIe siècle. Le pape s'appelait Paul III à l'époque. C'était un Farnèse, d'ailleurs son palais est devenu l'ambassade de France. Donc on doit admettre que l'humanité en général s'est amendée, s'est améliorée dans le traitement d'autrui, que les lois l'encadrent mieux, et le fait de venir reprocher 300 ans après à des gens qui ont bâti un système de plus en plus respectueux, de plus en plus humaniste, d'avoir eu des ancêtres brutaux, c'est quand même la négation de cette progression, de cette amélioration, et le fait de dire qu'on va les pendre, qu'on va détruire leurs œuvres d'art, c'est se conduire comme si aucun progrès n'avait eu lieu. Alors m'a dit Gustave, les gens vont me dire, mais quel progrès? Et là je leur réponds, quand tu fais la queue à la CAF et quand tu sors avec des lunettes gratuites payées par les salauds que nous sommes, t'as pas un peu l'impression d'un vague progrès? Mais laisse tomber, m'a-t-il dit, j'ai pas envie de parler de ça, la seule chose que je vois en ce moment, c'est qu'avec ce mouvement anti-statut de méchants colonialistes, peu à peu, tu vois dériver les esprits vicelards, les esprits revanchards vers le pillage des antiquités grecques et romaines qui vont trouver scandaleux, et puis les plus cinglés vont te dire que les filles nues sous les balcons des préfectures de province, ça offense leur religion. Donc si on ne rétablit pas radicalement l'ordre dans les esprits à ce sujet, à tous ces sujets-là, ils vont commencer à porter atteinte à tout ce qu'on voit dans nos musées, dans notre vie quotidienne. Tu vas voir que les tableaux de Gauguin vont être jugés racistes, puis vont exiger la restitution de certaines œuvres. Alors là, je lui ai fait observer que ça avait déjà commencé. Au musée du Quai Branly, la fantaisie ultra chère de Jacques Chirac, là, qui était quand même un président sacrément gonflé, de plastronner comme ça au cœur de Paris avec des statuettes africaines volées ou achetées une misère au XIXe siècle. Ça manquait un peu de prévoyance tout de même, mais ça manquait pas de prétention. C'est malin, et je dis maintenant, les associations à la noix avec des gens déguisés en Rastafari, en activistes Black Panther de Détroit ou de Washington, viennent réclamer la propriété de telle ou telle Vénus en bois âgée de 5000 ans, soi-disant parce que c'est leur passé chéri, etc., soi-disant au nom de leurs enfants et de la mémoire de leurs enfants, alors que leurs enfants, ils les ont élevés avec The Voice et Kanye West, et ils n'ont jamais ouvert un livre d'histoire. Alors, c'est là que Gustave a brandi le livre qu'il avait, lui, à la main, l'album sur Fontainebleau. Il a dit l'autre jour à la télé, ils en ont fait des tonnes à propos de Fontainebleau, justement. Il paraît que c'est la destination préférée des Chinois quand ils font une excursion au départ de Paris. Et la fille du journal télévisé a dit qu'ils avaient la passion de se condenser d'histoire française qu'était Fontainebleau et européen. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que le château, en fait, contient 2 ou 3 salles immenses où sont rassemblées les pièces chinoises volées lors du sac du palais d'été. Et que donc cette soi-disant passion des Chinois pour notre histoire est avant tout une façon d'essayer de récupérer des morceaux de leur propre histoire, et en plus là c'est une histoire très humiliante pour eux, c'est du trésor national qui a été raflé par le Second Empire. Peut-être, ai-je répondu, mais il me semble que les Chinois ne peuvent pas visiter le bulletin du palais d'été comme ça à Fontainebleau, il fait pas partie de la visite ordinaire, il faut demander une autorisation spéciale. Je l'avais entendu dire et j'avais raison, il faut bien un papier. En tout cas, il m'a dit Gustave, qui voulait avoir raison quand même, la France se sent probablement un peu merdeuse à ce propos, puisque le trésor pillé en question n'est pas montré à n'importe qui, mais surtout, la meilleure preuve qu'il y a un problème, c'est que la mafia chinoise a envoyé des cambrioleurs il y a quelques années pour récupérer des choses ultra chères et fragiles à Fontainebleau, et que bien entendu, la gestion de la sécurité du château, c'est du Claude Zidi, c'est l'aile ou la cuisse. En tout cas, ce fameux cas, ça a été commandité par des nationalistes chinois, sans aucun doute, me dit-il. Et là encore, je me suis opposé gentiment à Gustave, pendant que l'abonné au Monde approchait de nous, en lui disant « Mais tu penses vraiment que c'est le ministre des Affaires étrangères chinois qui a voulu restaurer la fierté de son pays martyrisé par la guerre des Boxers en faisant voler ses œuvres d'art ?»
Mais tout ça, ai-je affirmé, ce sont des collectionneurs privés. Ça vaut très cher, c'est tout, sur le marché international. C'est la seule raison. Ils font piquer des œuvres la nuit pour les revendre à des patrons d'usines chinois. Il n'y a rien d'idéologique là-dedans. Ah bon, m'a dit Gustave, et pourquoi alors Macron, dès son arrivée, a réclamé un rapport pour voir si on pouvait restituer certaines œuvres pillées au cours de l'histoire? Pourquoi il a réclamé un rapport? Ben, je vais te le dire, pour se faire mousser auprès du tiers-monde à titre perso. Il croit deux choses, Macron, lui ai-je dit. Il croit que la restitution des œuvres va lui permettre d'obtenir quelque chose de la Chine, par exemple, un assouplissement sur le Tibet ou je ne sais quoi. Et là, évidemment, il se fourre le doigt dans l'œil. Mais surtout, il croit, dans le cas des œuvres africaines, qu'il existe un équivalent au Bénin, au Congo, du musée du Quai Branly à Paris, qui va recevoir sagement les œuvres au nom de la mémoire africaine et les présenter à un public d'écoliers. Et là, comme l'abonné au Monde nous écoutait visiblement, il n'a pas pu s'empêcher de me dire, puisque tu es si fort et si au courant, raconte-nous comment fonctionnent les musées africains. J'étais pas du tout au courant, mais je savais au moins une chose, lui ai-je dit, c'est qu'après 10 ans de voyage en Afrique pour le compte des journaux parisiens, j'ai croisé des dizaines de trafiquants d'art européens et africains qui considérait les antiquités africaines avant tout comme une valeur marchande de pure spéculation pour collectionneurs, et que donc au fil des années, l'objet rare africain est devenu un simple support financier. Donc c'est pas en restituant des œuvres à des États instables et corrompus que on va protéger les œuvres. Elles vont finir au contraire dispersées, elles seront vendues aux enchères, etc. Et puisqu'on y est, ai-je ajouté, je te signale qu'il y a eu plusieurs tentatives de restitution dans les années 70, et je crois que dans la plupart des cas, on a perdu toute trace des œuvres en question. À quoi j'ai ajouté, si on devait faire une grande tournante de la restitution des œuvres d'art à travers le monde avec repentance historique complète, les musées russes, français, hollandais, italiens seraient dépouillés de leurs œuvres sans que les œuvres soient en sécurité, au contraire. Et alors là, l'abonné au Monde m'a offert un moment de jubilation intense. Il a dit, avec son petit air fermé là du type qui rappelle sans cesse où se trouve la morale, n'empêche, Macron a raison, hein, il est inadmissible d'avaliser ces rafles historiques successives. L'une des meilleures façons de prouver qu'on est civilisé, c'est de ne pas cacher que les gouvernements ont pillé leurs ennemis au cours des guerres, et que la Joconde, par exemple, devrait être à Florence. À quoi j'ai répondu, l'une des meilleures façons de prouver qu'on est civilisé, c'est d'avoir de la culture générale, et de savoir, par exemple, que la Joconde est arrivée à Paris à dos de mulet, après avoir franchi les Alpes, et qui marchait à côté du mulet, je te le donne en mille, c'était Léonard de Vinci, qui avait 65 ans à l'époque, et à qui le roi de France a acheté ce tableau extrêmement cher, ce qui a permis à Léonard de vivre décemment jusqu'à la fin de sa vie. Donc il n'y a eu aucun pillage, comme tu le dis, aucune rafle, c'est bien plus compliqué que ça. Alors là, l'abonné au Monde est immédiatement revenu au sac du palais d'été chinois et aux objets qui en provenaient. Il a dit que c'était une attaque absolument injustifiable, un acte de prédateur de la part de la France et de l'Angleterre de l'époque. Et là, malheureusement pour lui, il a eu sur le dos un Gustave assez renseigné historiquement lui aussi, qui lui a dit... Attends mon gars, je sais bien que de nos jours, quand on parle d'une exaction commise dans l'histoire, il est de bon ton de dire qu'elle a été commise sans aucune raison, et même Victor Hugo a laissé une lettre qu'on trouve à la BN où il dit à je ne sais qui qu'il espère que la France restituera le butin du sac du palais d'été, mais la désolé, l'expédition punitive franco-anglaise n'a pas été décidée comme ça pour rien. Quand ils ont mis le feu au Versailles chinois, comme on dit, et pillé les objets, il y a eu quand même 2-3 trucs déclenchants avant et un peu embarrassants. Ah bon, et lesquels, me demande-t-on? Le fait que les négociateurs envoyés par l'Angleterre, notamment, aient été dépecés tout vivants pendant des heures selon la coutume chinoise, ce qu'on appelle les supplices chinois, et crois-moi, dit Gustave, ça a beaucoup énervé les Anglais. Et tu n'as aucun récit de cette scène dégueulasse dans les manuels d'histoire, ni dans les journaux d'aujourd'hui, quand le Nouvel Obs fait un dossier spécial, cette scène qui seule explique la colère et la brutalité des troupes alliées. Il faut lire les chroniques du temps pour le savoir, les grands journaux illustrés, n'est jamais mentionné. En plus, ai-je ajouté, moi, en revenant à Emmanuel Macron, l'idée qu'on puisse monnayer la patience d'un État dans tous les domaines, le commerce, les droits de l'homme, etc., avec 3 œuvres d'art, est une idée absolument idiote, donc c'est normal qu'il les tue. Et dans le cas de la Chine, il est particulièrement stupide de croire que ça marchera, parce qu'il y a eu des précédents. Pierre Berger, de sinistre mémoire, possédait plein de choses issues des guerres de l'opium et du sac du palais d'été,
que convoitaient les Chinois. Il y a une vingtaine d'années, il en a mis quelques-unes aux enchères. L'acheteur a été démasqué comme un agent du gouvernement chinois et n'a pas payé. Berger a dit qu'on pourrait peut-être s'arranger en échange d'une concession sur les droits de l'homme, et tout a capoté. François Pinault a restitué lui aussi des choses à la Chine, mais c'était contre une promesse de pénétration du marché. En résumé, me dit l'abonné au Monde, qu'est-ce que tu veux dire ? Ça, c'était sa spécialité, essayer de déstabiliser l'adversaire en disant toujours précise ta pensée, donne les chiffres, donne tes sources. En résumé, ai-je répondu, ce régime, dans tous les domaines, le nôtre, s'attaque aux choses qui existent, aux équilibres acquis pour défaire la tapisserie sans être capable de la recoudre. C'est la même chose que le remembrement agricole dans les années 60-70. On s'aperçoit aujourd'hui que c'était une connerie, et on peut difficilement revenir en arrière. On pourrait d'ailleurs en tirer des enseignements sur l'histoire de l'Europe politique tout entière. C'était une connerie aussi. L'Europe a été remembrée comme les champs en 1960. Les haies ont sauté. L'érosion des sols sociologiquement est absolument manifeste aujourd'hui. Les peuples ont été lessivés comme les terres inondées et nitratées de Bretagne. En plus, on pourrait faire, l'aurais-je dit, une sorte de parallèle culturel entre la pénétration des semences et des désherbants des OGM américains sur le marché européen et leur équivalent sociologique et culturel. Dans tous les domaines, les OGM de la pensée américaine nous assaillent désormais. L'histoire des Black Lives Matter est complètement plaquée sur une réalité sociale, la nôtre, qui n'a rien à voir. Donc la Reine des Neiges a finalement remplacé les albums de Caroline, Captain America a remplacé SAS, le regard sur la colonisation, les réparations, les statuts, la nudité dans l'art, la parité est en train de changer chez nous à cause de l'Amérique, et donc tout ça fait partie d'une logique précise, celle de la colonisation culturelle que les Américains nous infligent depuis un siècle. Ah, a dit l'abonné au Monde, voilà le complot qui recommence et qui continue. Je n'ai pas dit, ai-je répondu, que ce soit un plan délibéré, j'ai dit que c'est un fait. Par exemple, le ministre de la Culture n'a rien à faire, la ministre n'a rien à faire là où elle est, pas parce qu'elle est une femme, mais parce que c'est une analphabète, et qu'au lieu de dire à son successeur pendant la passation des pouvoirs, là, vous êtes un excellent homme, elle lui dit, vous êtes une belle personne, you are a beautiful person. Il suffit d'étudier d'ailleurs les très nombreux glapissements sur les ondes de cette Roselyne Bachelot pour s'apercevoir qu'elle ne sait pas accorder le pronom relatif en genre et en nombre. Elle te parle des familles politiques sur lequel, de la révision constitutionnelle pour lequel, de la majorité sur lequel, des sénateurs sur l'avis duquel. Cette règle d'accord qui tient compte du masculin, du féminin, du singulier et du pluriel dans la conversation est un symptôme. Quand on est incapable de jongler avec l'accord en genre et en nombre, c'est qu'il manque une case à celui ou à celle qui parle. Eh bien, ça me chagrine profondément. Je dis que la ministre de la Culture ne sache pas pratiquer la langue de son pays. C'est un peu comme la ministre Fleur Pellerin, autrefois, qui était incapable de dire 3 mots sur un prix Nobel français de littérature qui venait d'être désigné 5 jours auparavant. Tout ça, toute cette désaffection à l'égard de la culture française, de la langue, de l'histoire, quand elle émane de nos propres élites, du ministre et du président, a une signification assez claire. Elle dit aux Américains, allez, vous pouvez y aller, vous pouvez lâcher les chiens de garde de la pensée sur à peu près tout ce que nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous avons été, et attiser contre l'Europe en permanence la colère des peuples spoliés, alors que vous, Américains, vous avez plus spolié, pillé, brûlé, souillé en 50 ans, 100 ans, que toutes nos nations réunies en 2 millénaires. Et Gustave, pour une fois, m'a dit, mais calme-toi, mais il s'est quand même adressé à l'abonné au Monde pour lui dire, quand tu vois que la France s'offre le ridicule de vouloir sauver la planète alors qu'elle est responsable de 0,5% de la pollution, à l'invitation des nations géantes, justement, qui ont tout dévasté et qui continuent, tu te dis que le cynisme des blocs mondialistes est à peine croyable, mais apparemment ils peuvent compter sur des gens comme toi dans le moindre village. Et il a conclu, mais tu te fais avoir parce que tu n'es pas assez payé pour le boulot que tu fais en ce moment. À bientôt, merci.